Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nantes, au Carrefour international du bois 2022. Et pour commencer cette journée, avec mes deux invités, nous allons parler de bois et de biosourcés. En gros, on va voir comment bien marier le bois et les matériaux qu'on appelle aujourd'hui biosourcés. Avec moi pour en parler, JN Jalouli, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, vous êtes responsable innovation chez CRR, Écriture architecturale. CRR, Écriture architecturale, vous pouvez nous présenter ? L'agence CRR est une agence d'architecture et d'ingénierie. Donc on rassemble des architectes, des paysagistes, des décorateurs d'intérieur et toute une partie ingénierie justement sur l'innovation et le développement durable. À côté de vous, Margot Pétillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur et architecte et dans une agence, vous êtes co-gérante de l'agence Cannes Ingénierie et Architecte, c'est ça? C'est bien ça. Donc, pareil, une présentation. Donc l'agence Cannes Ingénieur Architecte est basée à Nantes et on est une agence qui est composée d'ingénieurs, d'architectes et aussi de double diplômés ingénieurs architectes. C'est une agence qui est spécialisée en construction en matériaux biosourcés. Et on intervient en maîtrise d'œuvre complète, mais aussi en assistance à maîtrise d'œuvre pour l'intégration des biosourcés dans les projets d'architecture. Alors, même question à toutes les deux. Quel est l'intérêt, puisque vous travaillez sur ces sujets-là, de marier la construction bois avec les matériaux biosourcés? Pourquoi ça fonctionne bien? Comme vous voulez. Oui. Chacune votre tour. Pour nous, c'est une évidence, puisque c'est des matériaux qui sont issus de la même source, qui sont complémentaires et qui fonctionnent très bien ensemble. Par exemple, le béton de chanvre avec lequel on travaille énormément est indissociable de son ossature bois. Et pour nous, tout le sens est de mettre un maximum de biosourcés dans les bâtiments afin de réduire l'impact carbone de ceux-ci. Leur intérêt premier, c'est d'abord de réduire l'impact carbone du bâtiment, de la construction, de contribuer davantage encore à le faire, ou est-ce qu'il y a d'autres intérêts? Un des principaux intérêts, c'est bien sûr de réduire l'impact carbone, puisqu'on utilise une ressource déjà qui est renouvelable et puis qui emprisonne du carbone. Ensuite, ça a d'autres intérêts, puisque les matériaux biosourcés et les isolants biosourcés en particulier réagissent très bien à l'humidité et donc vont avoir moins tendance à perdre leur capacité thermique dans le temps, puisque le végétal se nourrit de l'eau et gère très bien l'humidité malgré ce qu'on pourrait croire. De votre côté? Moi déjà, je pense que le bois, quand on a commencé à construire bois, en tout cas à l'agence il y a plus de 20 ans, on mettait logiquement... Pardon. On mettait souvent de la laine de verre. En fait, au début de la construction bois, on a fait beaucoup de bois et laine de verre. Et je pense que ça a desservi la filière bois, en tout cas l'ossature bois, parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sont retrouvées avec des problématiques de confort d'été. Et justement, de marier le bois avec les matériaux biosourcés en isolation, pour moi, ça permet de pallier vraiment Excusez-moi, on arrive à mieux gérer le confort d'été. Oui. Pourquoi et comment? Parce que l'isolant biosourcé, il a une capacité de ce qu'on appelle déphasage thermique qui remplace l'inertie, on va dire, pour des matériaux comme le béton ou la brique ou la pierre. Et justement, ce déphasage permet que, par exemple, dans la journée, quand il fait très chaud, la chaleur rentre plus tardivement dans le bâtiment et ça la déphase dans le temps. La nuit, quand il fait déjà plus frais et quand on ouvre la nuit, on dégage on déstocke toutes ces chaleurs-là. Et moi, je défends à chaque fois, quand on fait du bois et du biosourcé, de dire c'est des matériaux qui permettent, qui sont légers, donc qui n'ont pas d'inertie. En revanche, ils remplacent cette inertie-là par le déphasage qui permet d'avoir un confort d'été vraiment fort agréable à l'intérieur des bâtiments. Y compris en période de canicule qui serait plus longue, ou est-ce que là, on a quand même des soucis? Non, exactement. En fait, pour moi, quand on met du biosourcé, en période estivale, ça permet vraiment d'avoir une qualité de vie à l'intérieur. Après, il ne faut pas non plus ouvrir les fenêtres quand il fait plus de 30 à l'extérieur, donc de faire entrer la chaleur par les menuiseries ou de ne pas avoir des protections solaires. Mais si on protège bien nos menuiseries et qu'on a un mur bois biosourcé, à l'intérieur, on sent vraiment un confort. Voilà, donc ça, c'était le basculement vers le biosourcé a permis de régler cette problématique confort d'été. Exactement. D'autres intérêts, d'autres avantages à marier bois et biosourcé?
Déjà, on a une grande variété de biosourcés, surtout en termes d'isolants. C'est ce qui est intéressant, effectivement. Donc, ce déphasage est très intéressant. Et avec certains biosourcés, comme le chanvre, par exemple, on a des avantages qui sont aussi la régulation hygrothermique dans le bâtiment, ce qui est un très gros avantage, puisqu'on ne fait plus une étuve, comme ça peut être reproché des fois au complexe Murat Ossature Bois, ça a été un reproche qui a été fait de murs étanches et de maisons trop étanches. On arrive à faire des murs perspirants avec des matériaux biosourcés et ça régule bien mieux le confort intérieur. Aujourd'hui, sur la ressource, est-ce que vous avez la ressource nécessaire pour travailler avec les biosourcés? Et est-ce que si vous avez, on verra avec l'exemple que vous nous avez donné, est-ce que vous pouvez rassurer les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre par rapport, enfin surtout les maîtres d'ouvrage, je veux dire, par rapport à l'utilisation de ces matériaux biosourcés? Est-ce que vous avez des avis techniques suffisamment nombreux, enfin tout ce qu'il faut aujourd'hui pour construire réglementairement? La filière, elle est en pleine expansion et c'est vrai que ça se développe énormément. On a actuellement tout ce qu'il faut pour construire en matériaux biosourcés, puisqu'on a des laines végétales qui sont sous avis technique pour application en mur, en toiture, en cloison. On a même des partenariats qui se développent entre des plaquistes, enfin des fournisseurs de plaques de plâtre et des isolants biosourcés pour avoir des PV de réaction au feu. Ensuite, les filières se mobilisent aussi pour faire avancer les réglementations, typiquement les règles pro de la paille ou du chanvre qui ont énormément évolué et qui maintenant permettent d'avoir des PV au feu, d'avoir des applications beaucoup plus élargies. Donc on est maintenant déjà avec beaucoup de ressources pour construire en matériaux biosourcés. On a de moins en moins de freins et ils vont se lever de plus en plus dans le temps. Et la ressource, c'est le même sujet en fait, parce que plus il y a de demande, plus on produit. C'est de la ressource végétale qui pousse, qui ne demande qu'à être produite. Et ce sont des plantes qui, pour certaines, ont en plus de grandes vertus agroéconomiques. Par exemple, alors je parle beaucoup du chanvre parce que notre agence... Parce que vous connaissez bien le chanvre. Voilà, notre agence s'est très engagée dans l'association Construire en chanvre pour faire évoluer la réglementation et faire la diffusion de ce mode de construction. Le chanvre est une plante qui permet la rotation des cultures, qui emprisonne beaucoup de carbone et qui pousse sans intrants. Donc c'est une plante qui est très vertueuse pour enrichir les terres et permettre une meilleure rotation des cultures. Et je ne cite qu'elle, les autres biosourcés ont aussi leurs avantages. Oui, le lin a aussi des avantages, la paille dont on va parler tout à l'heure, ouette de cellulose et puis également tout ce qui vient du coton recyclé. Exactement. Et puis surtout, apparemment, maintenant avec la tendance à la hausse des prix des matériaux, on m'a dit dernièrement, par exemple, que la laine de bois serait moins chère que la laine de roche sur un complexe de bois. Donc de bois, quand on met une ossature bois avec la laine de bois, ça coûterait moins cher qu'une ossature bois avec la laine de roche. Donc ça m'a étonné. Je dis mais c'est oui, parce que le bois a augmenté aussi quand même. Hein, oui, mais je veux dire, on était sur une solution ossature bois, ça n'allait pas changer, mais on était sur qu'est-ce qu'on met en remplissage. Voilà, en remplissage. Et voilà, je pense que même aujourd'hui avec la hausse des matériaux, bon, le bois prend de la valeur, c'est sûr, mais les isolants biosourcés en tout cas, ils commencent à être compétitifs par rapport à des solutions d'isolation classiques. On a fait un bon petit tour d'horizon. Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter sur ce mariage bois biosourcé? Alors, est-ce qu'on part direct sur nos retours d'expérience? Moi, je dirais qu'il y a aussi des complexités aussi à choisir le bois biosourcé. Donc, ça a des avantages en confort. Aujourd'hui, c'est vrai que ça reste cher par rapport à des solutions classiques. Et puis, vigilance sur toutes les questions réglementaires justement de feu ou d'humidité pour ces matériaux-là. C'est pour ça, heureusement ici, on est dans une région où les entreprises à force d'expérimenter, ils sont vigilants ils font très attention à ces points-là d'humidité et de questions de feu. Mais voilà, c'est des questions de vraiment sur les chantiers, il faut faire attention, mais on en parlera avec votre projet, c'est-à-dire de voir comment justement on adapte le chantier à ces produits qui sont particuliers. On a passé le stade expérimental aujourd'hui, ou est-ce qu'on est encore dans l'expérimentation? Pour moi, de ce que je connais, moi je ne connais pas le chanvre, pour la question, par exemple, bois-paille, on a passé l'expérimentation, mais pas sur certains projets.
parce que l'usage du bâtiment, quand on utilise du bois et du biosourcé en isolation, selon les projets, la réglementation elle peut changer. Et sur certains bâtiments, on a encore du mal, justement, par exemple, sur les immeubles de grande hauteur. Aujourd'hui, avec le biosourcé, on a du mal à faire passer ces solutions-là parce qu'il faut se protéger du feu, parce qu'il y a des règles qui sont un peu plus complexes. Donc, on n'a pas passé l'expérimentation sur ce typologie sur ce type de bâtiment. projet. Mais sur les projets que vous allez nous présenter, donc c'est un lycée, un collège, des écoles. Là, aujourd'hui, on en voit quand même beaucoup. Oui, et les maîtres d'ouvrage sont même demandeurs de ces solutions-là. Oui, ça donne une bonne visibilité. Je pense que tout est une question d'éducation et de communication, puisque maintenant on a toutes les clés pour construire. Alors effectivement, on est limité pour certains types d'ouvrages, mais ça va venir. Les choses évoluent, mais on est quand même bien armé pour l'instant pour répondre. Et il y a beaucoup de craintes et de méconnaissances qui demandent qu'à être levées, effectivement, pour pouvoir appliquer plus grandement les biosourcés sans crainte. Alors allons-y sur les retours d'expérience. On va commencer par votre lycée. Expliquez-nous quel est ce bâtiment. D'abord un peu le concept et puis le projet dans son ensemble. Donc le lycée d'Esnay, c'est un concours qui date déjà, je crois, de 3 ou 4 ans. Et quand il a été lancé par la région Pays de la Loire, ils n'avaient pas forcément un objectif affiché de biosourcé plus que le niveau 1 du label biosourcé. Donc ce n'était pas une demande forte du programme. Le maître d'ouvrage n'était pas forcément demandeur d'aller très loin en biosourcé. Exactement. Sauf que nous, par expérience, on est monté petit à petit sur le biosourcé. On trouvait que c'était une solution vraiment très intéressante pour le bas carbone aujourd'hui. Et donc on a proposé dès la programmation un bâtiment tout bois. Donc, sauf sur les parties de contreventement ou des parties enterrées. On est parti sur un bâtiment lycée vraiment tout bois. Sauf qu'on n'a pas proposé la paille au début en se disant la paille elle est encore méconnue. Ça peut faire peur, surtout à un maître d'ouvrage qui ne veut pas d'ATEX, ne veut pas d'expérimentation. Il veut quelque chose vraiment qui soit roule fluide. Tout seul, qui soit fluide et puis où on a des avis techniques, où c'est où on va, quoi. Exactement. Et donc on n'a pas proposé ça au début, mais une fois qu'on a gagné, on lui a proposé cette solution-là, en le rassurant, lui disant les règles professionnelles existent. Il y avait déjà un collège dans la région qui s'est essayé aux façades bois-paille. Et voilà, en discutant, on s'est rapproché aussi du réseau professionnel construction paille. Pour lui parler du projet, pour voir est-ce que en Pays de la Loire il y a assez de paille. Voilà, parce que quand on s'intéresse à la paille, il faut s'intéresser à la ressource assez en amont du projet, c'est ça? Exactement. Donc c'était aussi nous on savait pas, on s'est dit il faut qu'on se rapproche d'un professionnel de la paille. On n'allait pas se rapprocher des agriculteurs. C'est rare que les architectes et les agriculteurs discutent ensemble sur des projets de bâtiments, c'est vrai. Mais là on l'a fait. Donc à travers ce réseau-là, c'est eux qui ont... C'est Paille Armorique. Le collectif bois paille armoricain, c'est on va dire le représentant du réseau paille de construction paille nationale, mais en Pays de la Loire et Bretagne. Donc c'est vraiment le représentant du réseau français. Et eux, donc, très bien, ils nous ont alertés, ils nous ont dit pour ce lycée, pour la quantité de paille qui va être mise en place, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas traîner, quoi. Voilà, il ne faut pas attendre l'ouverture des plis pour dire allez, vous allez nous trouver 14 000 bottes de paille pour construire un lycée dans 6 mois. Donc, ce n'était pas possible, surtout que la paille, ça se cultive une fois par an. Donc il fallait anticiper cette question-là. Il fallait aussi rassurer les agriculteurs. Parce que c'est vrai que le lycée, il est en Vendée, donc c'est une région riche en termes d'agriculture et de production de paille. Sauf que voilà, il y avait une crise de la paille il y a quelques années, il fallait l'importer d'Espagne, etc. Ils ont dit il faut qu'on fasse ce travail de concertation avec les agriculteurs, les rassurer, voir qui serait partant pour participer à donner la paille et puis surtout acheter la paille avant la construction du lycée. Quelle propriété, quelle qualité doit avoir la paille? La paille, les principaux éléments pour la construction, c'est la pression
il faut qu'elle ait je crois que c'est 120 kg par mètre cube, donc de paille compressée. Donc il faut vraiment être vigilant par rapport à cette compression-là, parce que c'est ce qui lui permet de résister au feu. Donc c'est un matériau, plus il est compressé, voilà, il faut que ce soit dense. Hein. Exactement. Plus il est dense, plus il va résister au feu. Donc il faut une compression minimale et une humidité maximale. En revanche, il ne faut pas dépasser 20% d'humidité dans chaque botte de paille. L'humidité est l'ennemi de la paille. Exactement. Ça, mais c'est l'ennemi de tous les biosourcés, je pense. Exactement. Oui. Avec le micro. En trop grande quantité, c'est son ennemi, mais il le gère assez bien quand même. Mais pour la paille, non, quand elle est en caisson, parce que le béton chanvre, il est ouvert. À partir du moment où il respire, en fait. Voilà. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où un biosourcé est enfermé... Voilà. Et la solution qu'on proposait, nous, c'est vraiment des caissons préfabriqués, fermés. Et là, il n'y a pas photo. Si l'eau, elle s'introduit ou si l'humidité de la paille, elle dépasse les 20%, on va avoir développement de champignons, moisissures, etc. Voilà, donc il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça. Là, on a une construction, donc bois-paille, à la fois sur les locaux scolaires, mais aussi sur les logements. Oui. C'est total bois-paille, on va dire. Oui, il y a un gymnase qui n'a pas été fait en bois-paille, mais tout le lycée, sauf la partie cuisine, qui, bien sûr, c'est une zone humide, et c'est pour cela qu'elle a été faite en classique, en parpaing, avec isolation en chambre, je crois, quand même. Et donc, il n'y a que la partie cuisine qui a été en parpaing, mais tout le reste était en bois-paille, oui. Si on parle maintenant de chantier, de mise en œuvre, qu'est-ce que ça demande comme type d'organisation? Est-ce que ça change les organisations des entreprises? Enfin, j'imagine que oui, mais en quoi ça change l'organisation des entreprises? En fait, déjà, la construction bois en elle-même, on s'est rendu compte avec ce gros projet, parce que aujourd'hui on en fait d'autres, mais c'était le premier gros projet en bois, et on s'est rendu compte en fait sur les chantiers qu'un projet de ce type demande plus de préparation. D'habitude, sur un chantier classique en béton, on fait 2 mois de préparation et directement on arrive, on coule le béton et ça se déroule. Ici, sur ce chantier-là, on a eu plus de 4 mois de préparation avec justement l'entreprise donc LCA qui a fait la partie bois-paille justement, par exemple, tout ce qui est plancher CLT. Donc LCA, elle s'est rapprochée des fluides en lui disant là, sur les 4 mois, vous me donnez toutes vos réservations, parce qu'après un plancher CLT, on ne va pas faire des trous parce qu'on s'est trompé. Voilà, donc il faut vraiment travailler. Excusez-moi, c'est un projet BIM, ça ou Oui, exactement. Ça facilite justement. Ça facilite normalement. Exactement. Mais c'était vraiment ça, parce que sur le BIM, entre les entreprises fluides et l'entreprise bois, ils ont vraiment travaillé sur les réservations dès la phase préparation pour que derrière, il y ait le moins d'erreurs possibles sur la construction bois. La paille, donc, elle a été achetée en amont. L'entreprise LCA elle a récupéré la paille sur son usine. On avait aussi le collectif de paille Armaricain qui était notre AMO. Et lui, il a, à chaque fois, que ce soit chez les agriculteurs, il a vérifié l'humidité de la paille. Une fois qu'elle est arrivée chez LCA, il a vérifié à chaque fois la compression et l'humidité de la paille. Une fois sur le chantier également, il a fait des tests sur tous les murs pour vérifier l'humidité de la paille. Donc il y a quand même une certaine rigueur pour que on ait le moins de failles ou d'erreurs possibles. D'erreurs possibles, voilà. Il faut vraiment, l'humidité, c'est vraiment le point crucial. Donc, structure bois, il y a du CLT, plancher CLT, c'est du poteau. Poteau, poutre, donc porteur, les planchers en CLT et puis les façades en bois paille. La couverture, également en caisson, ou on est sur quelque chose de classique? On est sur quelque chose de classique justement parce que la région, c'est un maître d'ouvrage, donc il fait quand même pas mal de projets, et en toiture terrasse, ils disent mais nous on a toujours des infiltrations d'eau, on ne veut pas avoir des caissons avec du biosourcé
par peur qu'il y ait de l'infiltration et qu'on soit obligé d'avoir, on va dire, de la réparation plus conséquente que si c'est nous c'est du bac acier avec de la laine de roche, qui est, la laine de roche elle prend l'eau, on la laisse sécher et puis après on refait l'étanchéité par-dessus. Il n'y a pas de toiture végétalisée. Si, sur une partie, sur la partie, il y a deux parties, une partie en R+1 et une partie sur R+2, donc toute la partie R+1 qui est visible, elle est en toiture végétalisée. Écoutez, merci. Je trouve qu'on a fait un beau tour d'horizon. Il y a quelque chose à ajouter sur ce projet qui vous semble important sur cet aspect, sur notre sujet, on va dire, bois biosourcé? Oui, parce que à chaque fois, on dit ce qui est bien, mais il faut dire aussi ce qui n'a pas forcément marché. Nous, sur les logements, justement, LCA, elle s'est associée avec une autre entreprise. Et donc, voilà, chacun travaille d'une certaine manière. Et l'étancheur, justement, sur la partie logement, je crois qu'il n'avait pas bien couvert les murs bois paille dès qu'ils sont arrivés sur le chantier, ou peut-être c'est l'entreprise bois en fait qui les a pas protégés suffisamment. Voilà, et on a eu sur les logements un sinistre où certains murs en bois paille ils ont pris l'eau et pendant 6 mois on a essayé de chercher d'où ça venait la fuite, etc. Et on donc a dû changer toute la paille. Voilà, donc il y a quand même aussi c'est pour ça que vigilance sur la paille. Juste à l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? On a des bardages bois et puis du zinc, c'est ça? Exactement, sur le lycée et sur les logements également. Et à l'intérieur? Et à l'intérieur, du coup, on a doublé en biofibre, donc un isolant chanvre et placo-plâtre. D'accord. Merci. Je vous en prie. On part où maintenant? Alors on part à la Turballe, sur le port. Sur le port de la Turballe, c'est pas mal. Allons-y. Alors on est sur le port de la Turballe, un bâtiment qui est sur l'aire de carénage face à la mer. C'est le bâtiment qui est en bas à droite de l'image. C'est un bâtiment qui est la base de maintenance pour le parc éolien en mer au large de Saint-Nazaire. Donc un bâtiment de bureau et d'entrepôt pour stocker les pièces de rechange. Et le bâtiment est directement sur le quai pour pouvoir intervenir en mer rapidement. Donc là, on est biosourcé, on est bois biosourcé, bord de mer. C'est ça, exactement. Donc Première question, est-ce que ça pose un problème? Ça ne nous a pas posé problème du tout, puisque le bord de mer a juste impacté des éléments de façade qu'il fallait plus résistants, donc typiquement les lacages de bardage ou de menuiserie aluminium et l'étanchéité du bâtiment. Pour le bois, on a eu une attention particulière sur l'essence de bois utilisée en bardage et la terrasse bois aussi. Donc le bois utilisé en bardage est classe 3-2, c'était une imposition et de notre part, afin d'avoir aucun problème vis-à-vis des embruns et de toutes les intempéries qui pourraient se prendre. Et on l'a demandé pré-grisé puisque dans cet environnement-là, on avait peur de grisement différentiel sur la façade, ce qui n'aurait pas été bien reçu par le client, ni par les riverains. Et la terrasse bois est le classe 4, comme beaucoup de terrasses bois, mais ceinture et bretelles dans cet environnement, on a voulu prendre aucun risque. Aucun risque. C'est quel type d'essence? C'est quelle essence en façade? Alors, c'est du Douglas. C'est du Douglas, d'accord. Allons-y donc maintenant sur la structure. On est sur une structure en poteau dalles, donc les dalles sont en plancher CLT et on a un noyau de refend central en CLT qui fait cage d'ascenseur et cage d'escalier. L'escalier est lui-même fait jusqu'aux marches en CLT et on a laissé tout ça brut pour laisser mettre le bois en valeur. Et les planchers CLT en sous-face sont laissés aussi apparents dans environ 50% du bâtiment pour mettre ce matériau noble en valeur. Voilà, l'idée c'est qu'on voit le bois. L'idée c'est de voir le bois en fait et de laisser apparaître la structure. Alors on voit quelques poutres métalliques qui ont servi en fait, on a des soucis de gabarit vis-à-vis du PLU et des riverains. Donc on a voulu ajouter un étage et pour pouvoir ajouter cet étage-là et gagner en hauteur sous poutre, on a passé des profilés métalliques qui sont noyés dans le plancher pour pouvoir gagner en pour gagner en hauteur, pour éviter d'être trop haut. Exactement, mais c'est les seules pièces on va dire métalliques ou autres que bois dans le projet et même l'entrepôt est en ossature bois. Et d'ailleurs, les murs à ossature bois qui sont entre l'entrepôt et les bureaux ont été coffrés en OSB qui a été laissé apparent avec un travail d'habillage des coutures entre les murs à ossature bois pour rendre ça élégant. D'accord. Là, donc, on est 100% bois en structure. On est 100% bois en structure, à part ces quelques poutres et bien sûr à part les fondations du bâtiment, oui, bien évidemment. Sûr.
Mais sur la structure du bâtiment lui-même, hors fondation, On est complètement en poteau dalle CLT et on a des murs à ossature bois tout autour du bâtiment. D'accord. Voilà, et les murs à ossature bois sont ceux qui donnent sur l'extérieur isolés en béton de chanvre dans l'épaisseur du mur à ossature bois. Et ceux qui donnent sur l'atelier sont isolés en ouate de cellulose. Donc on voit ici les ballots de chanvre pour l'isolation du bâtiment. Donc là, on n'est pas en préfa, on est en projection. On est en projection in situ pour des raisons, on va dire, des raisons logistiques. Des fois, on trouve l'occasion de faire la projection en atelier et de livrer les murs en ossature bois avec le béton de chanvre dedans directement sur site. Pour ce projet-là, ça ne s'y prêtait pas pour diverses raisons, mais ça s'est très bien passé. Donc là, on a toute la surface, tout est projeté à l'intérieur. Comment ça se passe la projection? C'est plutôt à l'intérieur. À l'intérieur, exactement. Donc les machines sont à l'extérieur du bâtiment puisque ça prend un peu de place, ça fait beaucoup de poussière. Et ensuite, on monte des lances de projection qui projettent dans tout le bâtiment par l'intérieur sur un fond de coffrage qui est ici de la fibre de bois qui a été laissé en place. Pour avoir filmé les premiers essais de projection il y a une quinzaine, voire une vingtaine d'années, c'était énorme en poussière. Est-ce qu'ils ont fait des progrès aujourd'hui? Oui, Parce que c'était quand même très compliqué en poussière. Les machines ont évolué, ça fait toujours de la poussière au niveau de la machine, mais pas au niveau de la projection. La projection demande quand même des protections, hein. Donc c'est pareil, c'est comme beaucoup de biosourcés, hein, c'est de l'anticipation, mais je pense que cette anticipation, on l'avait dans les modes de construction qu'on réalisait avant, mais on les a complètement inculqués, on n'y fait plus attention. Il faut juste qu'on change notre manière de penser et d'anticiper le chantier. Donc là, ça demande quelques protections supplémentaires pour ne pas justement abîmer par exemple le bois qu'on veut laisser apparent, mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc quelle est l'épaisseur? Alors ici, le complexe isolant fait 31 cm en tout. Voilà. Pour le bâtiment. Et on n'a que ça pour isoler? On n'a que ça pour isoler, effectivement, et ça suffit amplement. Et comme vous le disiez, ça apporte beaucoup au confort d'été. Parce que les matériaux biosourcés apportent de la densité. Alors apportent aussi de la densité, pas tous, mais certains. Le béton de chanvre et la fibre de bois dense apportent de la densité et augmentent encore le déphasage et augmentent l'apport pour le confort d'été. Donc ça bloque la chaleur à l'extérieur, elle rentre plus lentement dans le bâtiment. Et si le bâtiment est bien géré journée et été, donc ça veut dire en journée se protéger du soleil, ne pas ouvrir les fenêtres et en fin de journée, quand il commence à faire nuit, que ça se rafraîchit, faire du free cooling, donc aérer ou mettre la ventilation en marche forcée pour rafraîchir le bâtiment. Le bâtiment, il se comporte très bien sans climatisation. Il n'y a pas de climatisation non plus dans le lycée, ou il y en a un petit peu? Non, il y a zéro climatisation. Zéro clim et zéro clim. Là, on a juste de la climatisation dans le local serveur qui est costaud. Mais sinon, on est en rafraîchissement adiabatique, donc c'est une double flux avec un module de rafraîchissement adiabatique pour rafraîchir l'air en été. D'accord. Sur encore le mariage du bois du biosourcé, il n'y a pas de protection, on met directement, on projette directement On a projeté directement sur l'ossature bois et la fibre de bois. Et ensuite en finition intérieure, en fait on n'a même pas besoin de mettre de pare-vapeur ici puisqu'on a fait une finition en enduit. Ouais. Donc c'est un enduit chaud chanvre qui a été réalisé et qui permet de profiter de toute la perspirance de ce matériau et donc de gérer très bien l'humidité dans le bâtiment puisque le chanvre va faire une vraie régulation, il va fonctionner un peu comme une éponge qui va quand il y a trop d'humidité dans la pièce, le capter et le redonner tranquillement à l'extérieur pour vraiment obtenir une régulation parfaite de l'humidité dans les pièces. Alors, une dernière question pour vous deux. Est-ce que vous avez calculé l'impact carbone de vos bâtiments? Est-ce que vous savez quelle économie carbone, on va dire, vous avez fait en choisissant ces modes constructifs? Question piège. Oui, exactement, parce que nous, on a fait le calcul carbone. Là, il va être mis à jour sur le chantier, mais on n'a pas calculé un gain par rapport à un bâtiment classique. On a juste fait un calcul par rapport à la RE 2020 et on est sur un bâtiment 2030. On va dire. D'accord. Donc vous êtes déjà à 2030. Voilà, exactement. Sur ce genre sur le bâtiment, ça on a fait le calcul dans ce. On est, je crois, à 1000 kg de CO2 par mètre carré. Je crois plus ou moins. Et ce qui fait que voilà, on est équivalent 2030 pour un bâtiment tertiaire de ce type. Et de votre côté, est-ce que vous cherchez? Il n'y a pas de calcul officiel qui a été fait. C'est des calculs qu'on a fait parce qu'il n'y avait pas de labellisation, mais on serait E3C2. Donc c'est plutôt dans le E plus C-. On n'a pas fait le nouveau calcul RE 2020, mais. Vous êtes au 3C2, donc le C2 étant très difficile à obtenir normalement. Oui, là on l'avait largement obtenu. Ouais.
Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV pour nous parler de ces deux projets et de nous parler biosourcés et bois, du mariage de ces deux matériaux qui sont finalement tous les deux biosourcés. Une émission à retrouver sur nos sites internet, sur notre site internet avec toutes les autres émissions que nous tournons ici pendant le forum. Notre site internet Bâti Journal TV et bien sûr les sites du forum, du Carrefour International du Bois et de France Bois Forêt, notre partenaire. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir.